Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Yann Hamon. Il est co-secrétaire du groupe local Les Écologistes Baie de Saint-Brieuc. Et il est avec nous en direct pour commenter l'actualité politique. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors, on va parler de cette actualité. Elle est très fournie en ce moment, actualité particulièrement fournie pour les écologistes. Je lisais ce matin, en parlant des municipales de 2026, nos confrères de Ouest France titraient « Les ambitions des écologistes ». Alors, quelles sont-elles, ces ambitions ? Écoutez, je crois que l'écologie a un rôle très important et on le voit régulièrement. Finalement, c'est peut-être un des clivages, en tout cas fondamental, un des clivages fondamentaux. Pour ce qui concerne l'échelon local, puisqu'évidemment il y a beaucoup de sujets qui sont directement reliés, les questions d'urbanisme, les questions de mobilité qui sont directement reliées au sujet écolo. Les écologistes ont l'occasion de montrer dans une centaine de villes où nous sommes maires, mais aussi dans beaucoup plus de villes dans lesquelles nous participons à des majorités, que l'écologie concrètement change le territoire. Il y a des très grandes réussites sur ce dernier mandat porté par les maires écologistes. Donc nous souhaitons évidemment travailler à ce que les mairies écologistes soient reconduites, que d'autres, à certains endroits, on puisse faire basculer des villes qui sont actuellement à droite et qui devraient peut-être être à gauche si on s'était organisé de manière différente. Si les écologistes et la gauche avaient été plus unis, je peux en parler directement de ma commune de Langueux, par exemple, où sans doute on aurait pu réussir avec l'union à éviter ce qui se passe, c'est-à-dire avoir un maire de droite très constructeur, qui bétonne beaucoup, qui fait pas vraiment progresser les sujets écolos, avec les conséquences que ça a sur les services publics, etc. Et donc, un peu partout, sur le territoire, les écologistes sont au travail. Nous sommes ici à Saint-Brieuc où on essaye de travailler un projet de territoire en collaboration évidemment avec nos partenaires de gauche. La ligne générale, c'est l'union de la gauche et des écologistes. Tant que le projet, évidemment, est écologiste. Parce qu'il ne s'agit pas juste de se déclarer de gauche, il faut aussi quand même avoir donné quelques gages pour les maires sortants de compatibilité avec le projet écolo. Alors justement, l'union de la gauche, la NFP, le NFP, le Nouveau Front Populaire, est assez fragilisé. En ce moment, on a vu des dissensions entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Est-ce que ça peut être compliqué pour la suite ou est-ce qu'il va falloir renouer, retisser un dialogue qu'on a senti un petit peu distendu ces temps derniers ? Alors, c'est toujours compliqué, on le sait, entre les partis que vous avez cités, mais de toute façon, l'union, c'est un combat, hein, il faut être clair. C'est aussi complètement obligatoire. C'est-à-dire que, c'est ce qu'a dit Marine Tondelier lors de son discours d'investiture samedi. Il faut bien savoir ce qu'on veut faire à gauche. Et nous, la ligne pour les écologistes, c'est la ligne politique, évidemment, c'est l'écologie politique. La ligne stratégique, c'est l'antifascisme. Nous avons une responsabilité face à la montée du populisme d'extrême droite, face à la montée à droite de paroles de plus en plus délétères, portées par Bruno Retailleau ou par Laurent Wauquiez. Maintenant, chez les Républicains, on a une sorte de libération de la parole proche de l'extrême droite, où franchement on a quand même un petit peu de mal à faire la différence parfois avec ce que dit le Rassemblement National. Il y a un glissement selon vous de la droite républicaine vers l'extrême droite ? On voit des choses quand même absolument incroyables, hein, quand Laurent Wauquiez parle de déporter les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais on est où ? On est où ici ? Bref, je vais pas essayer de pas trop perdre de temps avec Laurent Wauquiez, mais l'idée, c'est que face à ce projet délétère, face à ce projet d'extrême droite dont on voit les conséquences aussi aux États-Unis, hein, c'est les conséquences même économiques directes sur les gens, les reculs complètement fous sur la loi du travail, la Floride qui réintroduit le travail des enfants, je ne vais pas tous vous le faire parce que les catastrophes s'additionnent, le rejet de tout progrès environnementaux, donc le retour en arrière alors qu'au contraire on devrait accélérer. Face à ça, on a une responsabilité à gauche, et la responsabilité à gauche, c'est pas de chercher toutes les divisions et tous les problèmes possibles dans notre camp, parce que ça, on va en trouver plein. C'est pas difficile. Pour se fâcher, on est extrêmement bon. Maintenant, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire plutôt, c'est réussir à trouver ce qui nous rassemble. Et pour nous, ce qui nous rassemble, c'est deux notions fondamentalement, l'écologie et la justice sociale. Si on arrive à construire un projet autour de l'écologie et de la justice sociale, que derrière on arrive à construire une équipe
Et c'est la dynamique qu'on prend, je vais revenir à mon angle municipal, mais c'est dans cet ordre-là qu'on doit faire les choses, à mon avis, à gauche pour réussir à apporter quelque chose de cohérent. Dans notre projet à Langueux, on va d'abord, en septembre-octobre, on a un collectif de gauche écolo qui s'appelle Langueux Demain, on va d'abord construire et voter notre projet. Une fois qu'on aura voté notre projet, on désignera une équipe, et seulement, dans un dernier temps, on s'occupera de la tête de liste. Je pense que dans la perspective des présidentielles de 2027, la gauche, et c'est un peu la proposition de Lucie Castet, reprise par Marine Tondelier, voilà, il faudra sans doute en passer à un moment par une primaire pour s'occuper du candidat, mais si on est à s'occuper maintenant uniquement du nom de qui serait la tête, chacun va avoir une opinion différente, des candidats et des candidates excellentes, on en a quelques-uns, mais évidemment, il ne s'agit pas de se concentrer juste sur un nom, parce qu'on a l'impression qu'on va avoir tout le programme de cette personne. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. On doit avoir un projet de gauche qui nous rassemble le plus possible et sans exclusive, même si c'est pas facile entre certains, et travailler à une candidature unique si possible, ou commune et la plus large possible, sinon. Alors justement, Marine Tondelier a été réélue à la tête des écologistes. C'est aussi un signe de stabilité et un signe peut-être aussi de vouloir réunir, rassembler. C'était un peu la ligne effectivement du collectif et de Marine Tondelier que je soutenais personnellement. C'est de dire que d'abord l'écologie tout court, l'écologie indivisible d'une certaine façon. Il ne s'agit pas pour nous de choisir entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. C'est pas du tout la question pour les écologistes. Les écologistes sont là et refusent de choisir et veulent travailler avec tout le monde. Hein, autour, comme je vous l'ai dit, de l'écologie et de la justice sociale. On n'a pas d'exclusive à donner. On a des militants très sincères de gauche des deux côtés et on a besoin de tout le monde, vu l'état de l'opinion, pour réussir à avancer. Alors justement, l'opinion sur l'écologie, on entend beaucoup de choses. Souvent, l'écologie est pointée du doigt. On dit, voilà, on nous oblige à... c'est très punitif. Voilà, c'est quelque chose qui nous dérange dans notre quotidien. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui pensent comme ça ? Ce qui est punitif, c'est pas l'écologie, c'est l'absence d'écologie. Ce qui est punitif, ce sont les inondations, c'est la qualité de l'air qui est déplorable encore aujourd'hui. Ce qui est punitif, ce sont les algues vertes. Ce qui est punitif, ce sont les cancers pédiatriques. Voilà, là, on est sur quelque chose qui est punitif. Que certains dispositifs puissent, parce qu'ils ont été un peu mal conçus et parce qu'on n'a pas forcément toujours mis les choses dans le bon ordre, en oubliant un petit peu l'exemplarité sociale et l'importance de s'occuper des plus riches, on a pu donner l'impression, effectivement, que l'écologie, et certains jouent là-dessus, s'attaquerait aux classes populaires. C'est totalement faux. 99% des gens ont intérêt à l'écologie. Il y a 1% des gens qui pourraient supporter 1% les plus riches qui finalement iraient bien pour que ça continue comme ça, puisque de toute façon eux se sentent protégés. C'est pas tout à fait le cas, mais ils se sentent plus protégés que les autres. Pour 99% des gens, l'écologie est un progrès. Quand vous pouvez vivre dans une maison mieux isolée, quand vous pouvez avoir les premiers mètres cubes d'eau gratuits comme le font la mairie écologiste de Lyon, évidemment, les vacances pour tous à Poitiers, on a plein de sujets comme ça, les paniers de légumes bio pour les femmes enceintes à Strasbourg, il y a plein de progrès qui sont possibles grâce à l'écologie. Évidemment, ça implique qu'à un moment, on consomme moins certains types de produits, on consomme moins d'énergie fossile, on travaille sur notre façon de nous déplacer, on fait peut-être pas un week-end à Marrakech en avion, voilà, bon, de toute façon, ça c'est pas la classe populaire qui se permettent de faire ça, mais dans l'idée, l'écologie est évidemment profitable au plus grand nombre. Tout le monde a envie, en fait, c'est quand même assez intéressant quand on discute avec les gens et qu'on est vraiment sur le terrain. Vous savez, avoir une ville plus végétale, ça intéresse dans les zones urbaines un peu tout le monde. Avoir l'accès à des transports en commun de meilleure qualité, à, je sais pas, des solutions d'autopartage de voitures électriques dans les zones rurales, et ben voilà, là, ça donnerait des vraies solutions de mobilité. Le train, enfin, on a plein de solutions écolo qui sont non pas punitives, mais au contraire,
qui viennent soulager, améliorer le quotidien des gens. Alors, il y a une avancée quand même dans les mentalités. On voit les gens faire du vélo aujourd'hui de plus en plus. D'ailleurs, râler parce qu'il n'y a pas d'aménagement suffisant. Voilà, on pourra peut-être en dire un mot. Puis des fois, il y a des choses qui sortent qui sont un peu surprenantes. On va prendre le cas de la ligne de chemin de fer entre Saint-Brieuc et Auray, ligne transversale, qui est fermée depuis de nombreuses années. Alors, il y a des voix qui se font entendre pour la réouvrir, cette ligne de chemin de fer, justement, pour avoir une mobilité décarbonée et avoir une circulation nord-sud, sud-nord en Bretagne. Et puis il y a ce projet de voie verte à Saint-Julien dans les Côtes-d'Armor, là où passe justement précisément la ligne de chemin de fer. Comment allier l'écologie et la mobilité dans ce cas-là? Voilà, je vous pose un cas d'école. Alors là, c'est un cas très intéressant parce qu'en fait, on nous propose deux solutions intéressantes sur le plan écologique. La question, c'est le court, le moyen, le long terme. Donc, à court terme, moi, je comprends très bien le maire de Saint-Julien, le maire de Ploufragan, qui ont une voie de chemin de fer qui leur paraît abandonnée depuis des années, sans projet visible de la région pour remettre ça en circulation, et qui se disent mais là on peut faire une voie verte superbe, peut-être qu'il faudra aller vers là si on travaille sur la réversibilité, il faut qu'on regarde. À long terme, on peut se dire que quand même avoir une ligne de train fonctionnelle entre Saint-Brieuc et Auray, qui dessert tout le centre-Bretagne, ça a un potentiel de mobilité très important. Ça il y a l'attente du centre-Bretagne, même des élus du centre-Bretagne qui disent voilà, ce serait bien que le train revienne pour eux. Là aussi, avoir une ouverture vers le nord, vers le sud. C'est ça, on aurait un petit blocage du côté de l'UDEAC Communauté. Mais en fait, là, la région s'est un petit peu défaussée sur les collectivités locales sur ce sujet. Et c'est aussi pour ça que là, maintenant, on a des maires qui se disent peut-être faire une voie verte tout de suite plutôt que d'espérer une réouverture dans 20-30 ans. Puisque donc la région a rappelé récemment que les trajets TER étaient prioritaires, mais qui ferait des investissements là où les collectivités manifestent un intérêt. Et manifestent un intérêt, ça veut dire là où les collectivités mettent de l'argent. Or, aujourd'hui, on le voit, les budgets sont contraints. Voilà, on a encore entendu le ministre de l'économie demander à ce qu'il y ait des coupes budgétaires, hein, il faut bien appeler les choses par leur nom, et finalement on rentre dans une problématique budgétaire. Les régions, les départements, les collectivités plus largement se plaignent derrière de ces coupes budgétaires. Là aussi, est-ce que c'est dommageable pour l'écologie? Alors on parle de ce projet-là, il y en a tant d'autres, mais est-ce que c'est dommageable? Est-ce que vous ne craignez pas que l'écologie soit un peu sacrifiée sur l'autel des économies? En ce moment, c'est un peu la panique, et effectivement, sous le gouvernement Barnier d'abord, mais Bayrou n'a pas vraiment changé la tendance. Bayrou s'intéresse pas beaucoup à l'écologie, il faut être très clair. Le vent emporteur n'a pas l'air d'être aussi important en ce moment pour l'écologie qu'en 2020. Les problèmes n'ont pas changé, ils se sont aggravés depuis 6 ans. Donc on peut continuer à faire l'autruche, mais on va avoir quand même de très mauvaises surprises si on continue dans cette direction-là. Avec des rapports qui sont de plus en plus alarmistes, des rapports sur le climat, sur... ils sont pas alarmistes, ils sont alarmants, Stéphane. Je suis désolé. Ou alarmants, si vous préférez, oui. Ça n'a rien d'alarmiste. Je pense que les rapports scientifiques sont des rapports scientifiques. Généralement, plutôt... si on prend les rapports du GIEC, en général, c'est plutôt modéré dans l'expression et moins affolant que ça ne pourrait l'être si les scientifiques s'étaient exprimés sans les corrections les relectures politique derrière. Donc la situation sur le plan climatique, mais aussi sur le plan de la biodiversité, mais aussi sur le plan des pollutions. Là, on est en train de se rendre compte dans plusieurs collectivités que l'eau est totalement polluée aux polluants éternels. Les fameux PFAS, heureusement, à l'Assemblée, les écologistes ont réussi à faire voter leur interdiction dans la plupart des secteurs. Mais là, on est sur une pollution dramatique qu'on va mettre extrêmement longtemps à corriger. Il faudrait des sommes considérables, là, pour le coup, si on voulait vraiment complètement non pas se passer, mais se débarrasser des polluants éternels qui sont déjà là. Par contre, il faut vraiment qu'on arrête d'en remettre davantage dans l'environnement. Avec les inquiétudes qui vont avec autour de la santé, finalement. Voilà. Et donc maintenant, puisque vous avez bien noté que les collectivités locales, avaient leur budget extrêmement resserré par le gouvernement Bayrou, et
aussi par le gouvernement précédent. Ça veut dire qu'il va falloir sélectionner de manière très attentive les projets, qu'il y aura encore des investissements à faire, mais il faut que les investissements ils soient vraiment redirigés vers des projets pertinents du point de vue de la transition écologique. Alors sur Saint-Brieuc-Auray, il faut discuter, est-ce que on relance la ligne de train à court terme, est-ce qu'on s'occupe de ça, est-ce que les collectivités sont d'accord pour participer, ou est-ce que l'État, parce que ça serait mieux quand même, et la SNCF prennent cette décision pour relier le nord et le sud et de la Bretagne, ou alors est-ce qu'on investit au moins temporairement dans une voie verte? En tout cas, c'est beaucoup mieux de flécher les investissements lourds dans cette direction-là que dans des projets routiers. On en a encore quelques-uns là, qui nous sont proposés du côté de Saint-Brieuc, avec une explosion des coûts, on l'a vu, de plus de 8 millions d'euros sur le petit morceau de contournement sud qui est passé de 15 à 23 millions d'euros. Et qui va se faire finalement. Non, c'est un petit... on n'ira pas jusqu'au bout du projet, parce que là, on parle de construire 2 viaducs avec un coût de départ à 100 millions, mais on sera beaucoup plus. Fort heureusement, le département a dit non, et vu la situation budgétaire et la situation et les engagements écologiques du département, c'est très clair que ça ne se fera pas. Mais les projets, le tronçon qui était entamé, on vient d'avoir un surcoût de 8 millions d'euros dessus. Bon. Si je voulais me faire l'avocat du diable, Yann Amont, je serais tenté de dire que finalement cette situation budgétaire va peut-être être profitable à l'écologie, parce qu'il va falloir revenir à des fondamentaux. Alors, l'écologie permet souvent, effectivement, et nous on est les premiers, de faire des économies budgétaires. L'écologie, c'est d'abord la sobriété. Donc effectivement, nous sommes les premiers prescripteurs sur le territoire de grosses économies. Je vous ai parlé du contournement sud, là c'est une économie énorme pour le département et l'agglomération pour laquelle les écologistes, je crois qu'on peut dire, ont largement participé, même si la décision est revenue à Christian Coy. Et on a aussi là un sujet d'aéroport qui coûtait très cher, et on voit que l'aéroport de Trémuson... J'allais vous poser la question. Va sur la fermer position. sans doute, mais... Alors justement, on a cet aéroport qui a coûté très cher, qui a été mis en place dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, qui finalement n'a pas eu l'essor qu'il aurait dû avoir, économique j'entends, et en termes de fréquentation. Est-ce qu'il y a trop d'aéroports finalement aujourd'hui en Bretagne? Oui, en Bretagne, oui, on est surdoté en aéroport. Bon, l'aéroport de Trémuson, c'était sans doute une erreur dans les années 70, mais c'était moins visible, on était moins sur les sujets du climat, mais quand même, se dire qu'on avait besoin d'un aéroport pour développer cette collectivité, c'est un peu curieux, alors qu'on en a un à Brest, un à Rennes, bon. Mais surtout, à partir du moment où on a été relié par le TGV en 2h15 à Paris, qui pourrait avoir l'idée de prendre un avion pour aller, franchement, de Trémuson à Paris, alors qu'on peut prendre le TGV en 2h15 ? Voilà, bon, les joueurs de Guingamp vont pas être contents, les joueurs de foot, parce qu'ils prennent l'avion. Oui, les joueurs de Guingamp prennent l'avion. Ça, c'est pour l'anecdote. Et ils prendront le train ou ils prendront l'avion ailleurs. Ils iront jusqu'à Rennes avant de prendre l'avion. Ils vont réussir à s'en remettre. Alors, on en fait quoi de cet aéroport aujourd'hui de Saint-Brieuc-Trémuson? On a entendu pas mal de projets autour, dont celui de créer une piste automobile. J'imagine que ça vous interpelle. Non, ça, c'est un vieux projet, la piste automobile ou la piste moto sur les délaissés de l'aéroport. Évidemment, on n'ira pas vers une piste automobile, j'y crois pas une seconde, sur les terrains du département. Ça, il y a encore beaucoup de possibilités. Il faut voir s'il y a des besoins particuliers pour les entreprises. Il y a des questions, par exemple, de logistique, ou éventuellement des terrains qui pourraient être utilisés pour ça. Et surtout, nous, ce qu'on propose, c'est que c'est un terrain qui est idéal pour créer une centrale solaire. C'est-à-dire qu'il y a peu d'endroits, en fait, qui sont déjà artificialisés et sur lesquels on peut faire du solaire en quantité. Là, sur ce terrain-là, ça serait particulièrement pertinent. On pourrait alimenter plusieurs milliers de foyers. Voilà, donc des projets que vous avez surveillés de près, j'imagine. Tout à l'heure, on parlait des municipales. J'y reviens parce que vous avez dit aussi qu'il y a cette crainte de l'arrivée de Rassemblement National dans pas mal de municipalités. En tout cas, on entend beaucoup de choses à ce sujet. Est-ce que il faut encore, là et encore, toujours mettre de la pédagogie dans la politique, expliquer les choses, car on voit quand même que y a un changement chez les Français qui se sentent abandonnés, on le voit dans les campagnes, et qui veulent des résultats tout de suite, qui se tournent souvent vers le Rassemblement National. Là aussi, j'ai envie de vous laisser le micro pour leur parler, pour leur dire, vous vous trompez ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ?
aux Français des zones rurales qui se tournent vers le Rassemblement national. Regardez les fausses promesses, regardez bien ce qui se passe, essayez d'aller au-delà de l'émotion et des solutions faciles, mais qui en fait n'ont aucun sens que vous propose le RN. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. On a eu l'annonce comme ça de quelque chose qui serait positif pour la classe populaire, pour les blancs abandonnés des zones rurales, les cols bleus. Les ouvriers qui travaillaient et qui ont été victimes de la mondialisation, etc. Qu'est-ce qui se passe ? L'inflation va être beaucoup plus forte, on va avoir très peu d'emplois rapatriés, on se retrouve en Floride, je l'ai dit tout à l'heure, à réautoriser le travail des enfants de 14 ans, parce qu'on s'est mis de manière totalement absurde à arrêter d'un seul coup l'immigration, alors que d'un point de vue économique, et on le sait en Bretagne, c'est indispensable d'avoir une part d'immigration, ne serait-ce que pour la main-d'œuvre. Je ne rentre même pas dans les questions humanitaires, mais pour des questions de fonctionnement de l'économie, dans une société vieillissante, tout le monde comprend bien qu'on a besoin d'une part d'immigration, et ça fait très longtemps que c'est comme ça. Donc attention aux solutions de facilité, attention à ce que raconte le RN sur l'écologie, parce que vous savez, si on met des règlements sur le climat, si on met des règlements, je sais pas, sur la voiture électrique et la fin des moteurs thermiques, etc., c'est pas pour ennuyer les gens, et ni pour favoriser le lobby de l'automobile. Qu'est-ce que vous croyez que les écologistes ou que les gens ont quelque chose à voir avec le lobby de l'automobile ? D'ailleurs, c'est intéressant ce qui s'est passé sur les voitures électriques et la manière dont l'industrie européenne s'est mal orientée, et on se retrouve en catastrophe à devoir interdire les voitures chinoises qui sont moins chères parce qu'ils ont choisi de faire des petits modèles électriques, et ils ont fait un effort en se tournant directement là-dessus au lieu de dire encore quelques semaines, monsieur le bourreau, on peut continuer à faire un peu de diesel et est-ce qu'on pourrait pas faire de l'hybride, je sais pas quoi. Les Chinois ont bifurqué, ils se retrouvent avec des voitures moins chères, petites, adaptées aux besoins, et qui pourraient arriver à un prix. Alors évidemment, en plus, ils subventionnent, donc ça fait beaucoup, il ne faut pas que nous, on les resubventionne par derrière, mais la réalité, c'est qu'ils ont fait un virage que l'industrie européenne n'a pas réussi à prendre. Donc, allez au fond, ne vous laissez pas gagner juste par l'émotion, ne vous laissez pas faire par des annonces de Monsieur Bardella, par ce que vous pouvez voir sur CNews, par la crainte d'un immigré qui souvent est même pas d'ailleurs dans les zones rurales, mais qui serait le responsable de tout. Les choses sont nettement plus complexes que ça. Il faut accepter un petit peu la complexité du monde, pas se laisser avoir par l'émotion facile, par le besoin de sécurité. On voit pas de progrès sociaux énormes ou d'avancées, de différences majeures en termes de sécurité dans des villes qui sont gérées par le Rassemblement national. Et on voit la catastrophe qui est en train de se passer aux États-Unis, notamment économique. Ça, on le sait quand c'est géré par l'extrême droite. Avec, vous parliez de la Chine à l'instant, Yann Hamon, la Chine qui se développe et qui devient verte, alors vous allez peut-être me tirer les oreilles, mais qui devient verte, ou en tout cas qui essaie d'être plus vertueuse en termes d'environnement. Est-ce que c'est intéressant, alors en dehors de toute considération de politique intérieure chinoise, mais est-ce que ça devient intéressant que la Chine devienne une forme de moteur quelque part de ce côté vertueux ? Toujours faire attention aux intentions de long terme, effectivement, des Chinois, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont pris l'orientation, justement, ils ont une vision de long terme. Quand vous avez une vision de long terme, vous êtes obligé de vous occuper de la question écologique et de la question du réchauffement climatique en particulier, mais aussi de la question des ressources. Donc ils sécurisent leurs ressources minières un peu partout pour pouvoir accélérer sur la transition écologique. Il faut qu'on fasse attention, nous, d'un point de vue de souveraineté européenne, à pas être totalement dépendant de ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils avaient un énorme problème, enfin ils ont toujours, mais ils travaillent énormément sur leurs problèmes de pollution de l'air, notamment dans les grandes villes. Donc là, ils étaient curieusement dans les années 90 beaucoup au vélo et ça se passait bien, c'était la marque de la Chine. Ils sont massivement passés vers la voiture, ils se sont rendus compte que ça n'allait plus du tout et que vous aviez des catastrophes en termes de pollution de l'air, et là ils basculent à un rythme qui n'a rien à voir avec le nôtre sur l'électrique ou sur le retour au transport en commun ou au vélo, ce qui est quand même une meilleure solution dans les grandes villes, dans les espaces denses. C'est intéressant ce qu'ils font, parce qu'ils sont en avance sur leurs objectifs de réduction des émissions de CO2. Donc heureusement que la Chine prend cette direction-là, parce que s'ils avaient pris la direction inverse en insistant sur les anciennes technologies, en fait ils ont compris le virage. Ils se mettent pleinement dedans. On voit que les États-Unis, qui souhaitaient rester la première puissance mondiale, eux, n'ont pas l'air d'avoir compris ce qui se passe. On a des retours en arrière sur toutes les politiques environnementales.
ça risque d'être extrêmement difficile pour eux. Donc, évidemment, avec le problème démocratique du Parti communiste chinois, on ne va pas dire que la Chine est un modèle, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue technologie, étant donné les énormes problèmes qu'ils ont au départ, le fait qu'ils aient... Attention, ils sont quand même une industrie, une économie de surproduction, donc il y a toujours plein de problématiques. On risque d'être inondé derrière... Il n'y a pas que les panneaux solaires, on va aussi être inondé de jouets en plastique, de vêtements de mauvaise qualité jetables. Donc il y a évidemment aussi beaucoup de choses qui restent à transformer. Mais il y a un effort de transition écologique qui est amorcé parce que la Chine ne travaille pas seulement pour les 10 prochaines années, mais ils veulent travailler pour le siècle à venir. Alors justement, on peut être vertueux, par exemple la France, ou plus largement l'Europe peut être vertueuse en termes d'environnement, mais si par exemple, pardonnez-moi, je vais revenir aux États-Unis, mais si les États-Unis polluent, ça va être difficile de faire face. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont micro-locales quand même. La pollution de l'air, on peut y travailler sur le territoire beaucoup. La pollution de l'eau, c'est que des pollutions locales. La biodiversité ici, la protection de la nature, des zones agricoles, des zones naturelles. Je vous en prie. Excusez-moi. Tout ça, ce sont des choses qu'on traite localement. C'est-à-dire quand vous végétalisez de la ville, vous faites baisser la pollution de l'air parce que les arbres captent une partie des particules fines. Et puis, vous participez aussi à l'adaptation au changement climatique. Donc, il y a énormément de choses à faire sur le sol européen, sur plein de sujets, parce qu'il n'y a pas que le climat. Et ensuite, sur le climat, évidemment, c'est une problématique mondiale dans laquelle, mais là, c'est au niveau européen qu'on doit peser énormément. Vous dites que l'Europe est vertueuse. En tout cas, la France est très en retard sur tous ses objectifs. On ne peut pas dire que la France soit particulièrement vertueuse. Il faut quand même... Il y a des gens qui nous expliquent que la France est vertueuse et que c'est les Indiens qui polluent, sauf qu'un Indien pollue en moyenne 7 fois moins qu'un Français. Donc, il y a un moment, il faut qu'on fasse un petit peu attention à ce qu'on dit quand même. Nous, la consommation moyenne en France en termes de ressources, c'est un Français consomme 3 planètes par an. Si tout le monde consommait comme des Français, il faudrait 3 planètes. Ça pose un problème. Là aussi, il faut faire évoluer les mentalités, il faut, là encore, expliquer. On voit une jeune génération qui est très inquiète de la suite des événements et pour des raisons évidentes. Est-ce que c'est cette jeune génération-là qui peut peut-être faire émerger des solutions, changer les mentalités ? On a une jeune génération qu'on maltraite en fait et qu'on a beaucoup maltraité ces dernières années. Ça s'est accentué avec le Covid. Et c'est vrai que les politiques, malheureusement, alors nous on essaye de penser d'abord aux plus jeunes et à l'avenir, mais les politiques actuelles sont souvent plutôt tourné vers les générations plus anciennes et les générations qui votent davantage. Nous, les écologistes, on est favorable au vote à 16 ans pour qu'on se mette à tenir plus compte du vote des jeunes. Ça me fait penser à l'événement dramatique, à l'assassinat qui a eu lieu à Nantes, où d'un seul coup, évidemment, penser aux victimes et leurs familles, à mes collègues enseignants et à l'ensemble de la communauté éducative, où on s'est rendu compte que c'était un drame de la santé mentale des jeunes. Et ça devrait être une priorité, que nos jeunes aillent mieux. Moi, comme enseignant, je constate malheureusement que les adolescents, et particulièrement les adolescentes, on en voit beaucoup maintenant qui ont des difficultés sérieuses. Il faut au lieu de parler de portiques de sécurité qui régleront rien du tout, on le voit aux États-Unis, ils ont des portiques partout et ils ont des attentats dans les écoles sans arrêt. Il faut qu'on remette en place un service public sérieux. Pour ça, il va falloir remettre des moyens, il va falloir que la gauche repasse à un moment et les écologistes pour qu'on traite cette question, mais l'absence de médecins scolaires, l'absence de psychologues scolaires, et puis traiter les causes profondes. L'une d'entre elles étant sans doute, puisqu'on a vu l'accélération avec le Covid, l'isolement numérique d'une partie de cette génération. Il va vraiment falloir qu'on réfléchisse collectivement et qu'il y ait un grand débat de société qui se lance sur l'utilité d'avoir l'accès permanent aux écrans, d'avoir un téléphone portable avant l'entrée au lycée, par exemple. Il y a peut-être des questions comme ça. Il y a des pays qui commencent à s'y pencher parce que la tendance à la mauvaise santé psychologique des adolescents, elle s'est aggravée avec le Covid, mais elle a commencé avant.
Donc il faut vraiment qu'on regarde ces chiffres et l'une des pistes, alors il y a plein de choses, hein. Ce que vous avez dit sur l'angoisse écologique évidemment, et une manière d'y répondre, ça serait d'avoir des politiques écologiques ambitieuses, pèse sur le moral des jeunes, peut-être la situation économique aussi. Mais la grande nouveauté dans ces 15-20 dernières années, c'est quand même la place complètement délirante prise par le numérique chez les jeunes, qui peut être malheureusement une forme d'enfermement et d'aliénation. Il y a plein pour certains, hein, mais pour beaucoup, on voit que ça impacte aussi sur les résultats scolaires, sur la sédentarité, sur la condition physique. Bon, il y a énormément de choses là-dessus, sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est un sujet qui n'est pas évident, qui mériterait un consensus plus large que politique plus large, parce que c'est un vrai problème de société. Et on va devoir s'arrêter là, on est très en retard. Merci beaucoup Yann Hamon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire du groupe local des écologistes baie de Saint-Brieuc. Et conseiller municipal à Langueux. Et conseiller municipal à Langueux. Belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.